Merci. Donc, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans l'Orne, vous dire que vous aviez fait un choix heureux en choisissant l'Orne. C'est un joli territoire, j'espère que vous l'aurez apprécié. Les couleurs d'automne sont très belles et le ciel est un peu émotif, ce qui fait qu'il verse parfois des larmes de joie, notamment lorsque des gens prestigieux viennent dans notre département. Donc, prenez-le comme ça. Je voulais vous manifester des encouragements pour votre engagement utile à la démocratie. Je pense que la pensée libérale est trop peu présente dans le débat politique français et qu'elle manque beaucoup, elle manque cruellement dans un débat qui est résumé souvent à un dialogue que je qualifie de sourd, très manichéen d'ailleurs, désuet, entre la gauche et la droite, sans que nous soyons très bien capables de savoir ce que recouvrent ces vocables. Et je crois que votre rôle est très important. Donc je vous souhaite bon courage aussi pour conquérir votre place dans cet univers, parce que ce n'est pas chose facile. Car la seule chose sur laquelle les grands partis me semblent généralement d'accord, c'est qu'on n'ouvre pas le débat à d'autres acteurs. Et au sein du système démocratique, je pense que la politique est une planète qui agit de plus en plus de manière séparée des autres, même si elle a beaucoup d'interactions sur les autres. Et c'est probablement dangereux à terme pour la démocratie de la voir vivre déconnectée du réel, déconnectée de l'économie et déconnectée, je le crains, de la marche du monde. Alors, placé en sandwich entre un professeur de droit et Alain Madelin, je prends quand même quelques risques, surtout qu'Aurélien a eu la faiblesse de me demander de dire un mot de ce que je pouvais penser de l'Europe. Alors, je prends quelques précautions après la conférence que je viens d'entendre, avant ce qu'Alain vous dira, pour vous dire que je vais vous donner le point de vue d'un Ornais moyen, d'un homme normal. Et ce que je vous dis à vous et ce que je vous dirai à vous, je pourrais le dire sans risquer ma vie, ni même probablement le peu de cheveux qui me restent, en le disant sur la place de Courtemer, par exemple. Donc d'abord, les gens de mon âge ont entendu de leurs parents que l'Europe avait permis la paix. La paix sur un continent, quand même, qui pendant un siècle et demi, tous les 30 ans, se déchirait et s'étripait. Et pour cette génération qui a eu à le vivre, ça n'est pas rien. Et pour celle qui ne l'a pas connu, je pense que je me sens comme un devoir de vous le transmettre, de vous dire que le fait de pouvoir garantir la paix n'est pas rien pour des peuples. Alors en revanche, nous devons naturellement aller plus loin et veiller à la construction de cet édifice qui n'est jamais achevé. Je confiais d'ailleurs tout à l'heure à Aurélien, qu'ayant écouté avec beaucoup d'attention ce que disait le professeur de droit qui m'a précédé à cet endroit, à propos des institutions, que le débat est très compliqué sur les institutions. Parce que lorsqu'on y songe, souvent les institutions sont issues de conflits sanglants et qu'on ne prend pas un temps considérable à les élaborer. Il faut très vite, finalement, en finir avec ces combats qui se sont produits et on trouve une organisation institutionnelle qui, par sa pratique ensuite, s'améliore et finit par correspondre à l'équilibre auquel les peuples sont prêts à adhérer. Alors voilà, mon idée d'Ornais moyen, c'est que nous devons réussir cette construction européenne dans la durée, mais le faire avec une ambition qui consiste enfin à associer à l'économique qui a été le cœur de la construction européenne dans un premier temps, au politique. Il faut que le politique, naturellement, fasse son œuvre à côté de l'économique. Donc, bâtir une meilleure Europe, après je vous dirai comment je pense qu'il faut tout de même que nous assumions le projet fédéral avec aussi la définition du fédéral. Je voudrais sur l'idée de bâtir une meilleure Europe vous dire qu'il me semble que nous devons nous entendre sur cette conception commune et sur le contenu que nous voulons donner à l'Europe elle-même. Il faut qu'elle soit plus efficace parce que celle que nous connaissons aujourd'hui ne nous semble pas efficace, je l'ai entendu. Il faut qu'elle se recentre sur des missions qui soient décisives. J'allais dire qu'il faut qu'elle soit plus communautaire au niveau global et plus subsidiaire au niveau local. Enfin, ici, quand je vous disais que je ne voudrais pas risquer de me faire un peu cabosser par mes voisins,
c'est vrai qu'il ne faut pas que je leur parle de la qualité nutritionnelle dans les cantines de 25 rationnaires avec 80 pages de décrets. Vous voyez bien que on peut discuter des institutions de l'Union européenne, mais ce type de production normative défait le projet européen. Sur le plan de l'efficacité, je pense que là, il faut dire les choses franchement. La construction européenne, ce n'est pas une œuvre contemplative. Et donc, il faut avoir l'idée que ça doit être la manière de garantir la prospérité de notre continent. De garantir la prospérité et de permettre également que les Européens restent un peuple, enfin des peuples, une mosaïque de peuples ambitieux, ayant envie de continuer à, sinon conquérir le monde, en tout cas continuer à l'éclairer pour les plus philosophes d'entre vous. Il faut aussi que nous puissions expliquer tranquillement à nos concitoyens et à nos compatriotes que la crise des dettes souveraines n'est pas liée au fonctionnement actuel de l'Europe. La crise des dettes souveraines a d'autres causes que certains d'entre vous sauront mieux expliquer que moi, mais n'ajoutons pas aux défauts actuels de l'Europe des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Peut-on croire à une Europe de la prospérité ? Moi, je le pense vraiment, parce que nous avons des atouts qui sont considérables, qui ne s'éteignent pas, même après quelques décennies de somnolence. Et en revanche, il faut un mode opératoire pour que ça puisse en effet produire ses fruits. Sur la liberté de circulation, par exemple, il faut que nous ayons les idées claires. La liberté de circulation, les Français sont tout à fait pour. Ils sont plus réservés lorsqu'elle est réputée de nature à porter atteinte à leurs propres intérêts. Alors en revanche, il faut que cette liberté de circulation puisse avoir les mêmes pratiques dans tous les pays. Mais je crois que nous ne devons pas avoir une approche peureuse de ce sujet. Sur la fiscalité, je suis complètement d'accord avec le professeur qui s'est exprimé avant moi sur le fait que la fiscalité, elle est déjà très lourde. Et l'idée d'en européaniser une supplémentaire est un danger que je ne serais pas obligatoirement prêt à courir. En revanche, à partir des fiscalités nationales qui existent, il y a probablement beaucoup d'améliorations à faire en matière d'harmonisation. Harmonisation ne serait-ce que des assiettes de liesse, par exemple. Les taux, c'est déjà un autre sujet qui pourrait nous révéler quelque chose sur la compétitivité des États respectifs de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, c'est très très difficile d'avoir ce repère, puisque les assiettes ne sont pas comparables. Donc on voit bien qu'il y a des harmonisations à faire en matière fiscale, et nous ne devons pas, là encore, nous réfugier derrière des barrières que nous nous dressons à nous-mêmes pour essayer de démontrer que nous ne pouvons pas aller plus loin. Sur le plan économique, et je voudrais prendre le risque devant des libéraux de dire que l'union de l'Europe doit nous permettre aussi de réaliser des ambitions que nous ne pouvons plus réaliser de manière individuelle, au plan notamment industriel. Il me semble que nous avons dans des domaines stratégiques comme l'aéronautique, l'espace, comme l'énergie, comme le nucléaire, nous avons probablement des stratégies continentales à mener, et celles-ci ne peuvent se concevoir, à mes yeux, que si vraiment nous avançons dans la construction européenne, et que les politiques publiques, les vertueuses, pas les politiques publiques d'interventionnisme à tout moment et dans tout domaine, mais ces grandes politiques publiques de conquête puissent se construire au niveau européen. Je voudrais naturellement ne pas esquiver le sujet budgétaire, même si j'ai la casquette budgétaire jusqu'aux oreilles, et j'ai conscience que vous pouvez me soupçonner de concevoir la politique exclusivement à l'aune budgétaire. Pas du tout. C'est que je crois en effet que l'évanescence du politique nous a amené à la situation des dettes souveraines dans lesquelles nous sommes. On ne peut pas impunément, pendant 30 ans, se financer un standard et des canons de protection sociale, de solidarité, en s'enivrant de mots magnifiques à crédit. Enfin, à un moment donné, il faut payer.
Et donc là, nous y sommes, c'est pas la peine de nous poser des questions trop compliquées sur ce sujet. Il faut rester très orné, là, du coup. On a, pendant 35 ans, offert un standard à nos peuples, en leur laissant croire, d'ailleurs, que c'était le fruit de leur travail que nous utilisions, puisque c'était d'ailleurs légitime qu'ils le pensent, puisqu'on leur levait beaucoup d'impôts, donc leur levant beaucoup d'impôts, ils pouvaient espérer qu'on leur rende avec de la protection sociale, avec des services et des biens publics de qualité, qui se sont d'ailleurs pas améliorés, soit dit en passant, des choses merveilleuses. Dans la réalité, on empruntait pour le faire. Donc aujourd'hui, les créanciers commencent à douter, et que voulez-vous, et on ne peut pas complètement leur reprocher. Alors il faut passer par la transparence. Il faut d'abord passer par la responsabilité, mais responsabilité par la transparence. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans la question grecque, ce n'est pas vraiment leur situation, parce qu'on pouvait la craindre, c'est qu'il a fallu du temps pour la connaître. Et je vais vous dire, je voudrais être sûr que nous connaissions parfaitement la situation des finances de la France. Et avant que nous donnions des leçons, à d'autres pays avec la suffisance et l'arrogance dont nous sommes capables, je voudrais que nous nettoyions bien nos affaires. Si vous voulez que je vous dise ce que je pense sur le sujet. Voilà pourquoi il est très important d'aller vite, parce que nous n'allons pas pouvoir faire autre chose tant que nous n'aurons pas retrouvé au moins une trajectoire soutenable de nos finances publiques. J'en ai fini sur la question de l'Europe de la prospérité. J'en viens au sujet de l'Europe politique et du projet fédéral. J'ai très bien entendu ce que nous disait notre professeur de droit, et comme j'avais en stéréophonie, comme disait Alain Madelin dans l'autre oreille, je suis entre deux catégories d'abîmes, si vous voulez, c'est-à-dire de me retrouver dans la situation où je ne peux pas soutenir le débat ni avec l'un ni avec l'autre, parce qu'il me pulvériserait naturellement. Mais en tout cas, je vais oser dire que je crois à la nécessité quand même de passer à un véritable fédéralisme politique, même si je comprends et j'accepte complètement qu'il faille le définir. Mais je me place au niveau des citoyens. Si nous ne leur disons pas qu'il va falloir partager un certain nombre de politiques aujourd'hui dites régaliennes au niveau européen, au niveau communautaire, ils ne vont pas savoir où nous allons. Donc nous devons clarifier absolument notre projet politique, et je pense que le projet fédéral doit être affirmé, et il faut rendre pratique à travers des exemples concrets ce que veulent dire des principes juridiques qui seraient bien mieux expliqués par d'autres, comme la proportionnalité. Quand je vous parle de proportionnalité, par exemple, c'est que la directive sur la qualité nutritionnelle, je me suis intéressé à ce sujet parce que je trouvais que le ministre de l'Agriculture du gouvernement précédent, Bruno Le Maire, était plutôt très intelligent, et que les seules raisons pour lesquelles il m'a téléphoné, c'était la qualité nutritionnelle pour un décret de 80 pages, dont j'ai compris qu'il était tympanisé par son cabinet sur ce sujet. Bien. Or, je suis allé voir la directive initiale, elle poursuit des objectifs tout à fait nobles, mais généraux. Et tout ça se termine en France, dans un pays où le ministère de l'Agriculture est peuplé de fonctionnaires beaucoup trop nombreux. Ça se termine par un décret de 80 pages. Donc il faut absolument que nous travaillions sur la question de proportionnalité. Il faut que nous travaillions sur la question de subsidiarité. Puisque j'avais une anecdote qu'Alain me racontait sur la subsidiarité, il faut y travailler. Moi, je ne me sens pas capable de vendre l'Europe dans mon département de l'Orne, si encore une fois, si émotif avec la pluie qui tombe, si je raconte aux gens que c'est à Bruxelles que leur vie quotidienne sera régie. Je n'ai aucune chance d'être entendu, je vais même me faire jeter. En revanche, leur dire que leur destin est lié à tous les pays d'Europe et que nous devons trouver des institutions qui leur permettent que les décisions qui les concernent soient prises au bon niveau à chaque fois, au niveau communautaire quand ça doit être pris au niveau communautaire, au niveau national quand ça doit être pris au niveau national, au niveau local quand ça doit être pris au niveau local, je pense savoir, entre guillemets, le vendre à ces citoyens-là, qui après tout sont les garants d'une construction européenne qui se réaliserait. Il n'est pas superflu de dire qu'aujourd'hui, dans le droit national français, dans la norme, on va dire, dans la prolifération de la norme française, nous trouvons l'origine de cette norme pour entre 40 et 60% dans des dispositions communautaires.
Donc on voit bien que, comme la construction européenne politique ne s'est pas faite, les hauts fonctionnaires, je suis très respectueux, notre fille aînée est fonctionnaire européen, c'était la plus brillante de nos enfants, et je vous assure qu'elle participe à cette idée de normalisation de tout avec un appétit qui nous fait peur. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que comme elle est parfaitement déçue de ne pas pouvoir s'occuper de grandes choses, ben ma foi, elle s'accommode de petites. Et toute la journée, on s'occupe de petites choses à Bruxelles, et il faut absolument qu'ils s'occupent de choses beaucoup plus importantes. Sur la responsabilité politique, là encore, je prends un grand risque, puisque je vais vous parler de la démocratie. Alors c'est vrai, moi je suis contre l'élection du président de la République au suffrage universel, monsieur le professeur, en France. Et dans le papier qu'on m'a préparé, je suis en train de vous parler de l'éventualité de l'élection d'un président de l'Europe au suffrage universel. C'est pour lancer le débat. En tout cas, je crois que nous avons besoin d'un rendez-vous démocratique au niveau européen. Nous avons besoin d'un rendez-vous que les élections européennes ne nous donnent pas aujourd'hui et qui nous permettrait, entre pays de l'Union européenne, de discuter des mêmes sujets, d'avoir des partis politiques qui ont un correspondant de même nature dans chacun des pays qui votent à ces élections. Donc nous avons besoin de rendez-vous, de démocratie à l'échelle européenne. Alors il faut trouver la bonne élection pour la bonne institution. Je ne sais pas de laquelle il s'agit, mais en tout cas je crois qu'il faut absolument y venir. Je termine en vous disant que il ne faut pas que pour les Français, et je crains que beaucoup d'entre eux en soient là, les questions européennes se résument aujourd'hui à la question des dettes souveraines pour lesquelles il faut trouver une solution. Non, il y a beaucoup d'autres enjeux à relever. Il faut vraiment rompre avec la gestion médiocre et réduite à la gestion des difficultés à la petite semaine que nous avons connue. Et donc, il faut impérativement relancer le projet européen. Il faut que les forces politiques auxquelles vous appartenez s'y mettent. Il faut qu'elles le fassent avec des mots, avec des concepts, avec des exemples concrets, mais qui touchent la vie des gens, qui touchent leur emploi, qui touchent leur niveau de vie, qui touchent leur protection sociale, qui leur parlent, quoi, et qui leur permettent de mesurer que c'est le seul horizon raisonnable aujourd'hui. Je crois qu'en ouvrant aux Français précisément ce destin élargi de l'Union européenne, on les aide à trouver un sens qu'ils ont du mal à trouver au niveau français aujourd'hui seulement, à l'échelle de leur propre pays, et un horizon nouveau. Et dans un monde ouvert, dans un monde quand même très compétitif aujourd'hui, je pense que les nations n'ont plus aucune chance, et nous devons le leur dire, nous devons le dire au peuple, n'ont plus aucune chance de pouvoir affirmer leur souveraineté si elles n'envisagent de le faire que toutes seules. Elles ne peuvent protéger leur souveraineté, à laquelle nous devons probablement rester extrêmement vigilants, que précisément en s'associant aux autres pour trouver un juste équilibre entre ce qui relève de la nation et ce qui relève du supranational. Voilà ce que je voulais vous dire très modestement. Je voulais terminer en vous disant que, ayant dépassé l'âge de la retraite et continuant à travailler, parce que je pense que je ne peux pas laisser aux jeunes générations le soin de payer les retraites à elles toutes seules parce qu'elles n'y parviendront pas, je crois qu'il faut vous engager. Il est temps. La liberté des peuples ne sera jamais protégée si l'élite de ces peuples, je ne le dis pas par flagornerie, ne s'engage pas. Ne laissez pas au corps politique, qui est devenu très conventionnel, à travers ses petites affaires, ses petits débats, sa petite communication très classique, ne lui laissez pas le monopole de la démocratie, parce qu'elle se vengerait, cette démocratie, et probablement elle s'évanouirait sous vos doigts ou dans vos vies, et ce ne serait pas à l'honneur de la génération à laquelle j'appartiens et à la vôtre qui doit prendre le relais. Merci beaucoup.